va faire un point grâce à Liliane Pelletier et puis Alexandre Moine, deux enseignants-chercheurs. On va faire un point sur la notion d'intermétier. Et finalement, on est peut-être un peu entré dans le sujet, mais par une porte dérobée, grâce à la séquence qui vient de s'achever. Le temps de signaler que le professeur Liliane Pelletier est professeur justement des universités en sciences de l'éducation à l'université Lyon 2. Et puis vous, professeur Alexandre Moine, vous êtes géographe. Voilà, professeur des universités en géographie à l'université de Franche-Comté. Soyez les bienvenus donc tous les deux. On va procéder pour explorer cette thématique de faire équipe en situation d'intermétier pour replacer l'enfant au cœur de son territoire de vie. On va fonctionner peut-être en 3 temps, si vous en êtes d'accord. Une première intervention avec vous, Alexandre Moine, avec la télécommande, regardez, c'est génial, qui arrive directement dans vos mains. Merci. Ensuite, on rebondira avec vous, Liliane Pelletier, puis un petit dialogue croisé avant d'être en dialogue voilà, avec la salle. Vous préférez intervenir d'ici, Alexandre Moine, ou au pupitre? C'est comme vous voulez. Eh ben, regardez, le micro est là. On va lancer le diapo. Ouais, allez-y. Normalement, il va s'afficher. Peut-être je me présente en attendant que le diaporama soit visible. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis très impressionné d'être face à vous. Ça a été dit hier, mais c'est vrai que c'est une arène tout à fait particulière et vivante en plus. Je suis géographe, donc ça nécessite quelques explications, bien entendu, puisque je ne viens pas devant vous comme un géographe qui va parler de géographie dure, bien entendu, mais de territoire, c'est-à-dire d'outils qui sont développés, que je développe avec l'IRTS de Franche-Comté, de Franche-Comté, c'est ça, il n'y a pas le Bourgogne, pardon. Et au service des travailleurs sociaux dans différents métiers du travail social, pas seulement vis-à-vis du médico-social, mais aussi vis-à-vis des éducateurs spécialisés en prévention, dans les QPV, quartiers prioritaires de la ville, mais je travaille aussi avec des assistantes de services sociaux en polyvalence de secteur, et donc les outils que je développe s'appuient sur des recherches-actions collaboratives, 4 en cours, dont une qui vous concerne d'une certaine manière, puisque j'avais été contacté par l'association R. J'étais intervenu à Nice il y a quelques années, et j'accompagne une grosse association en Gironde qui s'appelle Rénovation, à travailler par le bas ses propres données. C'est ce dont je vais vous parler ici, des diagnostics individuels territorialisés, et qui sont ensuite des diagnostics d'équipe. Vous allez voir comment tout cela s'architecture très simplement autour d'outils graphiques. Et donc, on travaille là avec cette équipe à la spatialisation des dispositifs ITEP, des CESAD, et de comprendre les mobilités que génère la localisation des partenaires, des ressources, des jeunes accompagnés, des professionnels autour des structures en accueil de jour, en ambulatoire, etc., etc. Voilà, c'est un passage obligatoire, je dirais, par la territorialisation, ce dont je vous parlais, je vais vous parler, pardon. Et j'accompagne aussi, par exemple, le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées dans la mobilisation par le bas de ses propres données à partir de la plateforme IODAS. Toute chose qui manque aujourd'hui parce qu'on parle de dispositifs, on parle beaucoup de ce qui descend par le dessus et qu'on va pouvoir utiliser au service de l'accompagnement des plus fragiles, des plus vulnérables. La vulnérabilité, je pense, c'est quelque chose dont il faut parler. On ne parle pas assez de l'expertise très très forte des travailleurs sociaux et médico-sociaux autour de chaque situation multifactorielle, et qui doit remonter par le bas, par une expression particulière, et remonter vers ce que le dispositif, quelquefois, ne permet pas d'accompagner justement. Depuis 15 ans, j'ai fait ce pas de côté de géographe vers le monde du travail social et médico-social, et je me suis retrouvé face à des experts qui, à un moment donné, sont écrasés par des dispositifs qui, évidemment, ne correspondent pas à toutes les situations multifactorielles. Alors, je vais commencer par, alors vous voyez, parler des enjeux de l'inclusion très rapidement, puis ensuite d'essayer de vous convaincre que chaque situation, en fait, est territorialisée, vous le savez. Mais il s'agit de dimensions sous-jacentes qu'il faut manipuler conjointement avec quelques outils simples pour dialoguer autour de la situation avec les personnes accompagnées
dans les équipes, mais ensuite à partir des équipes vers le politique, par exemple, ou vers les partenaires. Juste une parenthèse par rapport à la question, vous avez compris, je parle de personnes accompagnées. Il y a tout un tas de représentations, en tout cas, que moi j'essaie de déconstruire, celle d'usager, parce que en travaillant dans le cadre d'une séance du Haut Conseil en travail social, une personne était invitée, dite usager, entre guillemets, et elle a précisé que ce terme était un terme connoté et qui conduisait à une sorte de... C'est pas du mépris, mais usager, c'est vieux, c'est ce qu'on jette, c'est ce qu'elle avait dit. Et il souhaitait qu'on parle autrement des personnes et que je nomme accompagner. Et par ailleurs, pour moi, l'accompagnement, c'est par le bas. C'est-à-dire que l'accompagnement, c'est quand on tisse le filet de sécurité, quand on essaie de réduire la vulnérabilité et quand on considère globalement et totalement une situation multifactorielle, alors on est en accompagnement et on ne parle pas d'un usager non seulement qui serait à jeter, mais ce n'est pas quand même l'objectif quand on utilise le terme, mais surtout usager de dispositifs, comme si toutes ces personnes étaient sous perfusion uniquement par le dessus et comme un pansement sur une jambe de bois quelquefois, ce que pensent ceux qui vont bien, qui ont de l'argent et qui sont jeunes, etc., etc. Parce que tout ce qui est autour de nous, vu du géographe pour le coup qui donne des cours d'aménagement du territoire, est fait pour cela et pas pour les plus vulnérables. Et ça renvoie l'usager à une place qui est relativement, je dirais, négative, alors que la personne accompagnée, je trouve en tout cas pour travailler avec les personnes du métier, est beaucoup plus noble. Et puis, simplement, en troisième point, bien sûr, je parlerai de l'inclusion en partage autour de quelques outils graphiques. Alors, ici, vous le voyez, alors moi, je n'ai pas une très bonne vue, c'est loin, mais je vais me débrouiller. J'ose pas approcher l'écran, on va se faire tirer les oreilles. Non, 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 non. Vous voyez que pour parler des enjeux de l'inclusion, il faut parler d'abord des acteurs, bien entendu, des acteurs parce qu'ils sont multiples et je l'ai dit en filet de sécurité, mais plus que cela, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des dispositifs, il y a l'infinité des situations multifactorielles qui font qu'on va parler beaucoup, beaucoup de jeux d'acteurs et d'acteurs autour des questions de l'inclusion. Il y a inévitablement les dispositifs, j'en ai parlé. On doit évidemment s'appuyer sur ces dispositifs, mais pas seulement. Ensuite, il y a le terrain, véritablement, les ESMS, les écoles, parce qu'ici on parle d'inclusion vers l'école, qui sont intermédiaires entre les dispositifs, bien sûr, qui génèrent des jeux d'acteurs et des situations d'intermétier dont parlera Liliane, qui sont assez difficile quelquefois à surmonter. Et moi, je l'ai déjà vécu dans des recherches actions collaboratives, la différence de vision d'un animateur, d'un EduxP ou d'un partenaire qui n'est ni l'un ni l'autre, mais qui va avoir à accompagner une personne. Et puis, tout en bas, parce que ça correspond pour moi à l'ordre des choses, à partir du terrain, très complexe, du territoire, donc des situations qui sont résolument multifactoriels en permanence. En fait, sur ces 4 niveaux, un trait commun, un déterminant commun, c'est la territorialisation. C'est le territoire dans lequel s'inscrit la situation, puis ensuite les lieux de prise en charge, puis les dispositifs, vous voyez, je remonte, et enfin l'ensemble des acteurs. C'est de cela dont on doit parler. Alors simplement, j'ai développé des outils qui sont simples pour dépasser le territoire comme un simple mot valise qui veut tout dire et rien dire dans la bouche des uns et des autres, qui en fait correspond à un véritable concept que l'on peut présenter au travers d'une situation territorialisées, elles le sont toutes forcément, puisqu'on va passer d'un lieu à un autre, d'un lieu de vie à un lieu de prise en charge, parce qu'on va parler de désinstitutionnalisation et donc aller vers le milieu ouvert. Eh bien, il faut décomposer le territoire, et vous le voyez à droite pour vous. Tout d'abord, imaginez que le territoire, simplement formaliser le territoire comme une métrique / une topographie. Ça, c'est la première chose que nous renvoie le territoire, la distance qui nécessite les mobilités, la topographie
qui posent des problèmes lorsqu'on est en handicap physique, par exemple. Et donc, il faut dérouler, premièrement, ce tapis-là qu'il est indispensable de présenter. Puis ensuite, une situation territorialisée au-delà de sa métrique, c'est du jeu d'acteur. C'est un filet de sécurité, tout d'abord, autour de la situation et de son accompagnement. Déjà avec cette difficulté de l'interconnaissance, des différences de métiers, et vous allez le voir en 4e position, des représentations très diversifiées qui peuvent avoir cours autour d'une situation, d'un type de handicap. Il se trouve que je travaille dans toutes les directions du travail social, aussi bien vers la vieillesse, le handicap, mais aussi les problèmes économiques liés à l'insertion, etc., etc. Donc la pauvreté, et c'est des questions de représentation. Mais je remonte juste au-dessus. Cette deuxième dimension du territoire, des gens en lien, tout simplement, qu'on va appeler des acteurs, elle vient se positionner dans l'espace métrique. Puis ensuite, les jeux d'acteurs, les nécessités multiples et variées de l'accompagnement font surgir des lieux qui vont clignoter dans l'espace. C'est comme ça que je le dis, parce que ces lieux, ils apparaissent au fur et à mesure des attentes, des demandes. J'ai entendu hier la question que j'avais traitée dans un article scientifique des problèmes psychiques et ce qu'on avait appelé les mobilités marginales. Ces mobilités que les aménagistes ne prennent pas en compte. De fait, plateforme multimodale, prendre un bus, rupture de charge, prendre un tram, etc., etc., qui sont quelquefois impossibles à surmonter pour des personnes qui sont en handicap mental ou simplement psychique. Et hier, j'ai bien entendu cette jeune fille qui, au bout de 8 ans, arrive à se déplacer de manière autonome grâce à des transports en commun. Mais s'il y a un arrêt qui est supprimé, par exemple, tout s'effondre parce que peut-être elle a pris l'habitude de compter 6 fois avant de descendre, ou simplement parce qu'il y a une déviation et que l'arrêt est déplacé et tout s'effondre. Voilà, c'est cette fragilité-là aussi que révèlent les lieux à lier dans l'espace géographique, première dimension, de la part de personnes accompagnées, deuxième dimension. Et donc, quatrième dimension, ces représentations qui vont peser sur l'espace, sur les accompagnements, sur les lieux. Peut-on laisser une personne seule à une heure donnée, dans un lieu donné, dans cet espace géographique, peut-être dans un lieu éloigné? Point d'interrogation. Voilà tout un tas de choses qui doivent être connectées entre elles. Enfin, le temps. Voilà, 5e dimension d'une situation territorialisée, c'est que les accompagnements s'enchaînent, les visites de lieux, l'usage de l'espace géographique, les partenaires autour de la situation s'enchaînent dans le temps. Redoutable temps, globalement, les travailleurs sociaux et médico-sociaux manquent de temps pour ces accompagnements très complexes. Voilà. Mais ça, c'est ce qui m'est renvoyé systématiquement au travers des outils. Nous n'avons pas le temps de les mettre en place. Je dis, en effet, c'est le vrai problème, mais peut-être faut-il se ménager du temps, le négocier, etc., etc. Il y a aussi peut-être tout un tas de choses à obtenir ici. Ces 5 dimensions que vous voyez à droite, eh bien, elles servent à alimenter à gauche, à renseigner, à documenter les situations multifactorielles des personnes accompagnées, tout au-dessus, premier niveau. Ça, c'est absolument fondamental. Deuxième niveau, elles vont servir à dialoguer au sein des équipes, à mettre en lien les situations, pour aller quelquefois, vous voyez, par le bas vers des actions collectives. Les travailleurs sociaux et médico-sociaux, particulièrement les travailleurs sociaux que j'accompagne, savent que les dispositifs ne font pas tout et qu'il faut tricoter en plus des dispositifs. Et les actions collectives, c'est à ce moment-là qu'elles commencent à émerger quand on compare, quand on met en lien des situations et qu'on se rend compte que dans un espace géographique donné, dans un secteur d'intervention, on se retrouve avec plusieurs problèmes identiques plutôt que de trouver des solutions individuelles coûteuses en temps et démultiplier du coup, aller vers des actions quelquefois qui peuvent un peu soulager
et faire du lien entre ces situations. Ça, c'est le deuxième niveau d'utilisation de la territorialisation. Et le troisième niveau, tout en bas, et ça n'est pas exhaustif, hein, on peut imaginer des niveaux supplémentaires, mais tout en bas, c'est le niveau des métiers, de l'aller hors de la structure, vers les partenariats, vers la coopération, vers des intervenants qui ne sont pas du tout issus du travail social ou médico-social, mais qui vont accompagner d'une manière ou d'une autre ces personnes. Et donc, il s'agit de dialoguer avec elles. Alors, je vais aller vite sur ces diapos parce que, en fait, c'est une réexpression de tout ce que je viens de dire, rapide pour bien ancrer la question des 5 dimensions. Le territoire, finalement, c'est l'interface de la métrique, je l'ai dit, se rapprocher, etc., mettre en lien. C'est la compréhension des comportements, des attentes. C'est partir de la situation de la personne accompagnée, des accompagnants et de tous les autres. Vous voyez qu'on entre tout de suite dans une complexité qui est importante et qu'il faut absolument décrire. C'est tenir compte des représentations, c'est conscientiser et placer sur une carte les lieux nécessaires à l'accompagnement. Et c'est d'une manière générale, évidemment, tenir compte du temps. Le territoire et une situation territorialisée, c'est tout cela. C'est encore tout cela réexprimé, vous le voyez de cette manière. Donc, je n'insiste pas. Et donc, pour, pas tout à fait terminer, mais en tout cas reprendre 3 des 5 dimensions, vraiment, il y a une question d'espace en permanence derrière une situation multifactorielle. Et très souvent, cela, on ne fait que le verbaliser. C'est-à-dire on va déplorer que la mobilité elle est très longue en dispositif ITEP. Lorsque je discute avec les professionnels, aujourd'hui, une grande partie du temps est consacrée à la mobilité, à emmener vers, puisqu'on désinstitutionnalise, puisqu'on ouvre vers le milieu ouvert, dans bien des cas, la disjonction des lieux. Avant, on faisait tout dedans, dans l'ITEP. Alors évidemment, on faisait venir les accompagnants dans l'ITEP et la question du coup des mobilités ne se posait pas puisqu'elle reposait sur les intervenants individuellement. Maintenant que les ITEP sont ouverts vers l'extérieur, ce sont les jeunes qu'il faut accompagner vers et quelquefois la localisation même des anciens ITEP qui sont devenus d'ITEP à l'extérieur des bourgs, des villes, pose énormément de problèmes puisque les lieux à atteindre sont quelquefois très éloignés, notamment en milieu rural. Et c'est cette fameuse valse de taxis ou sinon de flotte de véhicules attachés à l'association qui entre en jeu. Et je posais la question hier à un intervenant dans l'atelier numéro 7 qui parlait de la prise en compte des heures et du comptage des heures en lui demandant si les mobilités étaient comptabilisées dans les heures. Il me disait oui, bien sûr. Sinon, on fait exploser évidemment le temps horaire des accompagnants, mais également celui des jeunes accompagnés. Je veux dire, il y a des moments, des situations de mobilité qui sont très, très compliquées. Donc, l'inclusion, elle interroge l'espace sous cet angle-là qui va peser très fortement sur l'individu. Cela implique la mobilité, cela implique une prise de risque d'aller dans l'espace géographique, on l'a dit, par rapport à la mobilité qui doit être assumée par une personne vulnérable. Il y a une prise de risque et ça nécessite un accompagnement, des apprentissages, une sécurisation de ces mobilités. D'une manière générale, les outils de dialogue, c'est la cartographie. Voilà, j'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que souvent on me réduit à l'idée de cartographe. Vous avez compris que c'est pas du tout cela, mais que la cartographie n'est qu'un outil parmi d'autres. Je vous montre juste une carte et j'amène les travailleurs sociaux individuellement et collectivement par équipe à produire leur propre carte par le bas. Ça, c'est fondamental. Et ne pas être dépendant d'une cartographie qui est réalisée par d'autres. Mais l'idée alors là, je ne veux pas rentrer dans le détail, hein, mais là, on est sur un fond OpenStreetMap qui est complètement en accès libre et simplement, on va faire une copie d'écran et le rapatrier sur un support PowerPoint. Et ensuite, on va placer soi-même en dialoguant autour d'une situation individuelle ou en dialoguant avec
les collègues dans la structure, associative ou autre, et ensuite en dialoguant avec les partenaires, on va placer les ressources à l'échelle d'une personne accompagnée. Puis ensuite, on va faire glisser l'ensemble des situations vers une carte qui permet de visualiser. Donc je l'ai fait en Gironde. Ce sont des cartes très denses qui apparaissent, mais elles montrent les creux, elles montrent les pleins, mais surtout les creux. Et si on couple avec une simple carte des transports en commun, on se rend compte qu'il y a des territoires qui sont complètement déshabillés et dans lesquels l'accompagnement, ce rapport à l'espace va être très différent de la ville dense où l'accessibilité aux lieux de prise en charge est beaucoup plus aisée. Eh bien, moi, j'amène les professionnels à produire leur propre carte. Juste très petite parenthèse, j'accompagne des éducateurs spécialisés en quartier prioritaire de la ville. J'étais à Brest il y a peu de temps pour former en 2 jours et demi une équipe. Alors, travailleurs sociaux, chefs de service, directeurs de structure. Je forme toujours tout le monde en même temps avec 3 niveaux de décision, 3 niveaux de structuration avec les mêmes outils. Et on va regarder les mêmes cartes, mais on ne va pas en faire les mêmes choses compte tenu des référents métiers de chacun, évidemment. Chacun ne va pas tirer du diagnostic les mêmes choses, mais on est sur un outil unique et commun et ce type de carte qui est en partage. Ensuite, l'inclusion, elle interroge l'intermétier, ce dont va parler Liliane, la question des travailleurs sociaux, la question des enfants, des enseignants, des partenaires. Là, c'est le jeu d'acteurs qu'on met en place et qu'on va aussi mettre en graphique. Voilà, c'est fondamental. J'ai 3 outils graphiques pour traduire ces 5 dimensions. Parce que je ne l'ai pas dit encore, mais l'incroyable expertise des travailleurs sociaux et médico-sociaux, en fait, très souvent, elle se libère par la parole uniquement et il en reste très peu de traces. C'est-à-dire que quand on collabore, il ne reste que quelques mots-clés, quelques impressions peut-être fortes qui ne résument pas, qui ne font pas la complexité de la situation. Ce pourquoi j'ai décidé à un moment donné de tous ces accompagnements de dire il faut qu'il y ait au centre de la table des outils graphiques auxquels on va se référer dans le temps de l'accompagnement, qui peut être un temps moyen à long. On va s'en servir pour dialoguer avec les financeurs, avec les partenaires, pour donner les preuves de l'intervention, des attentes et des besoins vis-à-vis de l'ARS, tout à fait sur les dispositifs ITEP par exemple, où on me dit toujours nous avons besoin sans arrêt de prouver aussi notre champ d'intervention, notre action dans les territoires. Et donc ici, il s'agit véritablement par les outils graphiques de montrer l'importance du filet de sécurité, quelquefois ténu, quelquefois très dense, avec comme contrepartie de la densité, la coordination, la cohérence des accompagnements, la mise en parcours, dont on parlera peut-être en 3e partie, ou la parcourisation, comme on dit. Ça passe par l'idée de graphe causal, tout de suite submergent quand on les voit, mais ça c'est construit par un travailleur social à qui on demande simplement, là on est en hébergement d'urgence, un peu importe, de poser sur le graphe l'ensemble de ces interlocuteurs thématisés. Je fais la même chose en prévention spécialisée en QPV. Là, c'est tout de suite un nombre d'acteurs très important qui intervient dans le quartier. La thématisation permet un peu d'ordonner tout cela et ensuite, on va spatialiser sur la précédente carte le résultat. Ici, finalement, c'est un réceptacle de l'expertise qui permet d'agencer tous ces intervenants et ensuite de les ordonner sur une carte. Et puis, la question des lieux, je l'ai dit, est interrogée. Eh bien, on va repartir sur les mêmes cartes que précédemment qui commençaient juste à exposer la métrique. Et là, on va faire surgir les lieux de vie. Je spatialise toujours les personnes accompagnées, toutes, jusqu'à des cartes. Alors, je fais encore juste une parenthèse. Là, en polyvalence de secteur, en secteur d'intervention, CMS, MDS, etc., ces acronymes propres au département, qui utilisent
tous une plateforme qui s'appelle Yodas, dans laquelle les travailleurs sociaux renseignent chaque situation multifactorielle. Eh bien, jamais cette plateforme ne s'exprime d'un point de vue spatial de manière à montrer les lieux de vie, à partir de où se fait la prise en charge. Par des étudiantes en première année d'assistante de service social, j'ai fait une fois dans un secteur d'intervention, je les ai fait cartographier 1700 points bleus qui représentaient les prises en charge. La directrice du CMS n'avait jamais spatialisé les situations. File active, 1730 exactement. Je me rappelle de l'effarement des étudiantes 6 quand je leur ai dit est-ce qu'on peut cartographier ça à partir d'un fond de carte qu'elles avaient importé. Elles m'ont dit non quand même monsieur Moine, vous exagérez. Et puis elles m'ont fait la surprise une semaine après d'amener la carte avec les points bleus. C'était révélateur évidemment de la répartition spatiale de tout cela. Chaque lieu de vie est spatialisé, ensuite évidemment, chaque partenaire, chaque ressource, quand je dis ressource, ça peut être un arrêt de bus, ça peut être un lieu de prise en charge derrière lequel se dessine un partenaire. Dans tous les cas, ces lieux ne sont jamais neutres et on va devoir ensuite les interroger par rapport aux distances entre ces lieux, mais par rapport aussi à leur configuration. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais un lieu n'est jamais neutre par sa dimension, par son accessibilité, etc. etc. Et puis, pour quasi terminer, eh bien, vous voyez qu'il y a plein de dimensions individuelles derrière chaque suivi. Alors, si on revient sur l'inclusion dans l'école, eh bien, c'est exactement tout ce que j'ai décrit. On part d'un lieu de vie, on va vers un lieu de prise en charge, se déroule la métrique, apparaît la question du lieu et la classe à entendre certains retours hier, en tout cas certaines expériences, excusez-moi, j'ai compris que la classe, elle pouvait désintégrer complètement quand j'ai entendu des jeunes qui étaient mis au fond de la classe ou à l'étage sur une mezzanine ou je ne sais plus, c'était quelque chose comme ça. Il ne faut pas croire que parce que on accompagne le jeune dans le lieu de prise en charge, ce lieu est pensé comme un territoire. Dans ce lieu même, il faut reprendre les 5 dimensions. Quelle est la métrique du lieu? Est-ce que où le jeune est placé, il est intégré ou non? Qui est autour du lieu? L'enseignant, l'AESH, mais aussi tous les camarades, on n'en a pas beaucoup parlé, eux-mêmes peuvent complètement désintégrer l'intégration par leur regard, par leur comportement. Et je crois que maîtriser les 5 dimensions du territoire, ramener un lieu à un territoire, vous voyez la gymnastique, hein, les 5 dimensions, on va les recombiner autour d'une personne en inclusion dans une classe. Il faut tout reprendre individuellement à un moment donné. Voilà, à l'échelle des personnes, il faut le penser en amont et pas simplement se dire à terme ou à moyen terme, ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que ce lieu n'a peut-être pas été pensé suffisamment. La cour de récréation, la cour est un lieu à nouveau à repenser. Où est-ce que le jeune qui est en accompagnement se place? Comment est-ce qu'il est au centre ou non des interactions entre les jeunes? Est-ce qu'il a une place même dans la métrique de la cour, etc., etc. Et comment on travaille toutes les représentations? Et j'ai presque terminé, juste Oui, ici. parce qu'il faut garder un petit peu de temps pour Tout à Liliane fait. Pelletier. J'espère que je ne dépasse pas. Si, un petit peu, mince, si. voilà. Alors, le dernier outil graphique, c'est la frise temporelle. C'est le récit de vie. C'est chaque jeune qui, évidemment, de la naissance à la prise en charge, a également vécu un certain nombre de choses qu'on thématise verticalement, de manière à essayer de comprendre la vulnérabilité sous-jacente. Et j'en ai terminé. Je vais passer sur les conclusions. Ben voilà, ça s'est accéléré. Je passe la main à Liliane. Merci, merci beaucoup Alexandre Moine pour cette entrée en matière. Puis on sent bien toute l'importance de rendre visible ce qui est parfois invisible ou insaisissable. Madame Pelletier, professeur Pelletier, c'est à vous pour prolonger un petit peu la réflexion. Merci beaucoup.
Alors tout d'abord, je commence très rapidement par adresser mes vifs remerciements aux organisateurs de cet événement sur les journées sur l'école inclusive. Et je vais poursuivre sur le chemin tracé par Alexandre qui, avec ses outils de géographe, nous a montré et nous a donné à voir, grâce à la cartographie, la complexité des situations qui nous préoccupent et qui aident à situer un espace possible d'intermédiaire. Alors d'abord vous dire d'où je parle. Je me situe au carrefour de l'anthropologie et de la sociologie et j'aimerais commencer par rappeler ce qui a été déjà un peu évoqué par Alexandre, c'est que la vulnérabilité, c'est une condition universelle. Elle nous réunit et c'est ce qui nous réunit tous. Alors doit-on penser d'un côté une société pour les préserver et de l'autre une société des vulnérables, voire des exclus? Mon approche, elle est pour cela socio-anthropologique. L'école inclusive n'est guère pensable sans la relier à la société, à l'idée de société. Et donc, quand je vais parler de coopération et d'intermétier, je vais aussi m'appuyer sur la géographie sociale, en envisageant l'éducation inclusive comme un territoire produit, perçu, vécu. En envisageant donc cette éducation inclusive de cette façon-là, on peut peut-être réinventer, je dirais ça comme ça, l'école en questionnant la diversité comme vecteur de matérialisation des droits de l'être humain, des droits de l'homme, pour le dire autrement. Alors, évidemment, il va falloir que je joue avec tous les outils en même temps. Évidemment, pour ce propos, je vais commencer déjà par interroger la notion d'école inclusive qui a été déjà largement définie depuis le début de ces journées, mais en proposer une définition actuelle, au sens où moi je l'entends, pour réfléchir aux conditions d'un faire équipe et construire cette culture en commun supposée propice à la mise en place de dynamiques inclusives qui dépassent bien largement les murs de l'école, mais qui part souvent des murs de cette école, où ces murs sont considérés comme des frontières infranchissables pour certains, ou dont l'on ne sort pas, pardon, pour d'autres, et qui acceptent donc l'idée de partager un territoire au service de la réussite de tous, mais qui demande certaines conditions. Alors pour commencer, cette école inclusive, si j'y parviens, l'interrogation qui figure déjà dans le titre de ces journées peut nous ramener à cette tension qui résiste au temps et que Charles Gardou dit dans ses propos en l'imaginant comme une idée ronde dans un monde carré. En effet, le mythe inclusif, celui de cet idéal, celui de cette idée abstraite que tout le monde doit être inclus, se frotte souvent aux obstacles du réel et les acteurs de l'école doivent tout de même faire face devant les prescriptions qui sont formulées par les politiques nationales qui prônent, elles, un 5% inclusif. Car oui, comment parvenir à éclairer ce qui est une finalité finalement, ce vers quoi la société veut tendre, et simultanément s'appuyer sur les contraintes, mais aussi les ressources du terrain. Dans les faits, vous le savez bien, vous y êtes confrontés au quotidien, deux réalités cohabitent en France, mais aussi ailleurs, peut-être pas au Portugal tout à fait, et particulièrement lorsqu'on s'intéresse aux élèves dits à besoins éducatifs particuliers ou aux élèves en situation de handicap. La première des réalités, c'est celle qui reposerait sur l'intégration finalement. Quand on parle d'inclusion, on parle plutôt d'intégration quand on se centre sur l'élève et sur ses besoins, et qu'on oublie les espaces et les temps notamment, mais aussi les acteurs qui sont concernés dans et hors l'école. Les mesures de scolarisation, les aménagements ne concernent donc que cet élève-là et on regarde chaque élève de là où il est sans prendre en compte forcément l'intégralité de la complexité d'une classe, d'une situation, d'une structure, d'une institution, d'un partenariat possible entre le secteur médical et le secteur éducatif, de l'éducation nationale. La démarche inclusive, c'est notre autre réalité, celle qu'on essaye de mettre en place toutes et tous. Eh bien, elle s'intéresse à l'ensemble des actrices et des acteurs qui sont concernés pour apprendre, pour faire apprendre et faire que participent pleinement tous ces élèves qui deviendront demain adultes dans la société qui leur est proposée, une société qui parfois
est suffisamment ou réellement peu accessible. Alors, si je vois bien sur cette diapo que je vous propose, ce monde carré, il est fait de préoccupations, d'injonctions paradoxales, de dilemmes, de tensions. Donc, la tâche est véritablement un combat permanent pour tous ces acteurs et actrices de terrain. L'école inclusive, quand on la considère comme étant reposant sur une volonté d'équité et d'universalité, elle concerne tous les élèves dans la plupart des cas. Et pourtant, quand on regarde cette école inclusive aujourd'hui, et je vais essayer de faire marcher l'animation, quand un élève est identifié comme un élève à besoin particulier ou reconnu institutionnellement handicapé dans le système actuel qui est suffisamment encore individuo-centré, centré sur la personne, eh bien on peut éprouver une sensation assez vertigineuse en se représentant la pluralité des protagonistes qui sont concernés par cette situation. Celles et ceux qui figurent sous l'étiquette équipe enseignante et éducative, les acteurs et les actrices proches de l'élève, mais aux frontières de l'école et qui parfois ne dépassent pas ces frontières, les parents, les acteurs du soin et de la santé, le secteur médico-social. Mais il y a aussi d'autres partenaires qui rentrent en ligne de compte, une troisième sphère, auxquels on pense moins. Ce sont tous les partenaires qui gravitent autour de l'élève dans son parcours de vie, qui agrémentent ou contraignent son quotidien. La personne qui l'aide parfois pour ses devoirs après l'école, dans l'association de son quartier, la dame de la cantine qui l'accueille et lui sert son déjeuner, les agents qui entretiennent les locaux du collège. Et cela, on y pense moins. Cette question-là, sur scène, on identifie finalement un ensemble d'acteurs et d'actrices qui ont pour point commun d'être tous adressés à autrui. Sur scène se jouent donc des situations qui sont parfois plus ou moins inclusives. Et Alexandre faisait l'écho d'une situation de mardi, d'hier. Et on reprend souvent cette expression parfois de l'inclusion qui est plus excluante de l'intérieur qu'elle ne le devrait. Les exclus de l'intérieur au sens où Bourdieu et Champagne l'ont utilisé parfois. Alors le projet inclusif, il nous concerne et il nous invite à tourner nos regards. On parle souvent de changement de regard. Moi, je parlerai aussi de changement de direction des regards vers la situation pour penser le parcours et faire en sorte que l'école, ouverte à la diversité, puisse opérer finalement comme un horizon mobilisateur et documenter la situation, la penser à plusieurs. Cette alternative possible nous invite à une rencontre interculturelle pour explorer ces défis que nous avons chacun en vue de construire quelque chose qui serait de l'ordre du commun. Je me suis vraiment profondément dans mes travaux nourrie de cette approche interculturelle portée par des auteurs comme Martine Abdallah-Pretsey, mais aussi Driss Alaoui, qui parlent de se socialiser au divers, où l'approche va permettre de mettre en place un rapport dynamique entre ce qu'est l'autre, l'altérité, et ce que je suis, l'identité, comme une alternative possible. Écouter l'autre, c'est tenir compte de l'expertise qu'il a, quel que soit son lieu de travail, quel que soit son espace de vie, quelles que soient les missions qu'il remplit, et regarder à plusieurs la situation, Alexandre le disait tout à l'heure dans sa cartographie, eh bien, ce n'est pas si évident que ça, et ça demande un effort pour chacun. Cela demande aussi, et on a beaucoup parlé de questions d'espace, mais aussi il y a à penser des questions de temps pour qu'il puisse y avoir la possibilité d'une rencontre au sens interculturel, dont on ne sort finalement jamais indemne lorsque l'on se rencontre véritablement, c'est-à-dire qu'on fait avec, on compose avec, et l'interculturel va nous aider à cela. Alors c'est un défi pour toutes et tous, voilà, d'entrer dans cette dynamique interculturelle
où finalement on pourrait considérer que chacun d'entre nous, les acteurs sur le terrain professionnel, comme les personnes qui sont concernées par les accompagnements, tous comme des semblables différents. Semblable différent, c'est un terme utilisé par Driss Alaoui en mettant un tiret entre semblables et différents. Donc nous sommes tous semblables, différents, à la fois suffisamment semblables pour pouvoir avoir des choses à nous dire en commun, mais suffisamment différents pour avoir nos singularités et pouvoir les exprimer et construire ensemble du commun. Ce dialogue dit interculturel, il est au cœur de la subjectivité et il devient possible à la condition qu'il y ait des espaces pour dire nos incompréhensions, pour poser nos préjugés, pour cultiver aussi un rapport à l'autre différent et permettre que les tensions, qui sont liées souvent à deux visions différentes de la situation au regard de nos professionnalités, au regard des formations que l'on a pu avoir, au regard également des expériences que l'on a pu vivre au quotidien dans son parcours. Donc l'interculturation dont il est question ici sur ma diapo, c'est un ensemble finalement de processus qui vont permettre à la fois de garder, de conserver sa professionnalité de métier, mais aussi de créer des aptitudes à de l'intermétier, c'est-à-dire construire ensemble une identité culturelle de partenariat en relation les uns des autres. Dans cette rencontre, par exemple, l'enseignant de la classe de référence, l'enseignant spécialisé qui accompagne l'enfant dans un dispositif comme l'ULIS, par exemple, ou l'éducateur dans un institut médico-éducatif, ou bien l'accompagnant à ESH, qui va plusieurs fois par semaine, mais rarement toute la semaine en entier, être auprès de cet élève, ont tous des cultures professionnelles différentes. Et c'est là le défi pour chacun, parce qu'on a cette peur souvent de perdre son identité en traversant les frontières. Et l'identité de chacun, et je parle bien là de frontières qui peuvent être très concrètes, mais de frontières qui sont aussi symboliques dans les valeurs qu'on véhicule, nous apporte une nouvelle dimension et nous permet d'être aux prises avec la complexité des situations que l'on ne peut résolument parvenir à solutionner lorsqu'on est tout seul. Donc la politique de la classe fermée ou de l'institution fermée est sans doute un de nos plus grands défis. Et je partage avec Serge Ebersol cette idée d'une approche pluricentrée ou polycentrée, de façon à mettre au centre non plus, je vais aussi faire ça en même temps, de façon à mettre au centre non plus la personne au centre avec tous ces adultes qui le regardent et qui s'occupent de lui, qui l'accompagnent, pour reprendre la terminologie d'Alexandre, mais de prendre en compte finalement au centre le devenir de la personne, de prendre en compte autant ses besoins bien évidemment, mais aussi ses compétences, ses potentialités, ses aptitudes et aussi ses désirs. On les parle plutôt qu'on ne leur donne la parole, et souvent, eh bien, on est contraint de constater qu'il y a peu d'autodétermination, de place à l'autodétermination. Un exemple pour illustrer ce schéma en deux temps, proposé par Ebersol et Detreau en 2013, par une recherche menée dans un DITEP sur le territoire rouennais, réalisé par une étudiante en Master 2 Sciences de l'éducation et de la formation à Lyon 2. Mais elle est également, cette étudiante qui a fait ce travail de recherche l'année dernière, elle est également enseignante spécialisée dans le DITEP, qui fut, sur cette année-là, son terrain d'étude. Et sa motivation pour le sujet, elle s'est traduite par des phrases qu'elle avait entendues au gré de ces réunions, au gré de ces rencontres, au gré des promenades dans les couloirs de l'établissement. Cet élève-là n'a pas sa place ici. Il devrait être à l'ITEP. Ou alors, juste à mi-temps. C'est souffrant pour lui, cette école. La ESH, oh bah tu sais, il y a plus de 300 heures non pourvues sur mon secteur.
Ça ne lui fait pas trop toute la semaine. Et les autres, on y pense aux autres. Au moins, il est avec ses pairs. Alors, je n'aurai pas le temps de décrire avec détail sa méthodologie de recherche, mais elle s'est appuyée sur les travaux d'Ebersold pour pouvoir essayer d'éclairer les représentations que les acteurs de son DITEP sont amenés à avoir lorsqu'ils ont à travailler ensemble dans ce dispositif. Et après avoir interrogé les actrices et les acteurs du DITEP, donc le dispositif Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, il est bon toujours de rappeler quel est l'acronyme dont on parle, elle a adapté le modèle théorique d'Ebersold à gauche de la diapo, vu en précédente diapo, et elle a matérialisé sous forme d'un autre schéma à droite ce que disent véritablement les enquêtés de ce qu'est véritablement la relation, en tout cas de la manière dont ils la perçoivent dans cet espace collaboratif. Et elle conclut ce qui est écrit à gauche de cette diapo, c'est que les relations entre les différents acteurs ne sont pas équivalentes. Les relations entre professionnels semblent plus intenses, la communication plus fluide, mais par contre, le travail collaboratif avec la famille, entre la famille et le DITEP, quand on passe les frontières ou quand on passe le seuil, est également noté fort, régulier. La question de la relation avec l'école et la famille est décrite comme moindre, empêchée ou biaisée par les représentations mutuelles, les tensions et les dilemmes propres à chacun. Alors quand on regarde le schéma, elle a donc matérialisé sous forme de flèches un peu épaisses là où la relation était importante et fluide, et elle a matérialisé dans les positionnements, dans une sorte de cartographie, les relations les plus proches entre parents et élèves et les plus éloignées entre parents et enseignants. Construire une culture en commun demande du temps. On a parlé d'espace, mais le temps est tout aussi important. D'ailleurs, je pense que c'est un binôme espace-temps dont il faut parler. Je pense qu'on en reparlera éventuellement. Mais aussi des conditions organisationnelles, collectives et des aptitudes qui prennent en compte les singularités de chacun. Ça nécessite donc de rapprocher les mondes, autant comme je l'ai mis en évidence dans mon travail présenté en 2021 sur cette question-là, et de pouvoir mettre au cœur symboliquement un espace d'intermédiaire où on peut travailler ensemble. Et donc pour cela, il faut du temps et il faut des temporalités qu'on puisse mettre en simultanéité. C'est-à-dire de pouvoir trouver des temps où on va se rencontrer. C'est dit autrement, c'est comment on fait pour se rencontrer et à quel moment. Et est-ce que c'est dans nos temps de travail? Je pense que souvent c'est de façon plus informelle que formelle. Et ça, peut-être qu'il y a du travail à mener là-dessus. Alors si vous scrutez un peu le schéma proposé à gauche de l'écran, un monde s'est ajouté au schéma de départ, celui de la recherche, encore moins connu pour les acteurs et encore davantage mythifié que d'autres mondes. Et la piste que moi j'ai développée ces derniers temps, et tout à l'heure Alexandre parlait de recherche-action, c'est de mettre en place des recherches dites avec, qui vont concerner possiblement une idée de pouvoir être propice à la création, à la conception, à l'organisation socio-technique de ces espaces intermédiaires qui sont au départ des espaces développés par Serge Thomasé et Corinne Mérini comme des espaces inclusifs de coopération et qui sont des espaces, on va dire, symboliques. Mais de les matérialiser dans un agir ensemble, le monde de la recherche peut y être un outil utile. Ce sont des recherches, si je vous le définis rapidement et s'il me reste encore un peu de temps, des espaces que l'on peut définir à partir de ce que la recherche propose. La recherche qui va amener à construire un collectif de recherche. Alors tout à l'heure, dans les échanges, je parlerai peut-être d'exemples. Je vais peut-être pas avoir le temps de le faire ici. Je vous confirme qu'effectivement, le temps passe voilà. très vite. Donc, je vais aller vite au but. Donc, dans ces espaces intermédiaires, dans ce collectif de recherche plutôt, j'essaye de reprendre l'idée, collectif de recherche pluricatégoriel, où on va mener l'enquête, on va documenter des situations ensemble, où seront à l'intérieur de ce collectif des personnes concernées,
des praticiens, des professionnels dans et hors l'école et des chercheurs. Et toutes les étapes de l'enquête vont être conçues avec ce collectif. Ce n'est pas d'un côté les chercheurs et de l'autre côté, c'est un espace intercatégoriel ou pluricatégoriel. Et Philippe Mérieux nous a bien rappelé que ce faire équipe, il était urgent de l'avoir si on voulait former une société démocratique et construire du lien social il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc refaire parler ensemble le métier de chacun, c'est faire aussi l'épreuve de l'autre, c'est de pouvoir penser l'exercice collectif d'une réflexivité critique et de pouvoir se dire ce que l'on est empêché de faire ou ce que l'on peut faciliter, là où il y a facilitation et là où il y a obstacle, dans des mondes distincts, mais là où on peut avoir un territoire que l'on partagerait. Un éducateur spécialisé venant en appui en classe ordinaire, par exemple, un parent étant soutien dans la réalisation d'une activité en classe, autre exemple, ou un AESH eh bien, accompagnant un élève à besoin éducatif particulier dans sa classe de référence. Donc, pour pouvoir le faire et continuer à avancer, faire équipe permet de faciliter l'accès au sens. Elle permet de saisir le sens au regard de la situation vécue et des besoins de chaque enfant. Et elle permet de prendre appui sur les expertises de chacun. Alors, je n'ai pas beaucoup développé la question des familles, mais j'y reviendrai s'il y a des échanges. Prendre l'expertise et les savoirs d'expérience, aussi bien que les savoirs professionnels et les savoirs académiques de la recherche, permettent de contribuer à croiser des regards et à enrichir les réponses les plus abouties dans des situations qui sont par définition dilemmique et où on n'a pas une solution idéale à trouver, mais une solution qui fait l'épreuve de la documentation entre un certain nombre de contraintes et un certain nombre de ressources. Alors, à ces conditions-là, évidemment, les parents peuvent passer le seuil et prendre autant de place que chacun des autres acteurs. Alors, j'aurai éventuellement des exemples si vous le souhaitez. Et pour finir, les professionnels pourront être facilités par le fait de traverser les frontières dans cet espace-là, parce qu'il y a possibilité de conserver son identité professionnelle tout en devenant quelqu'un d'autre. Alors la dernière diapo, elle relève de ce que Sandrine Amaré, qui est d'ailleurs dans la salle, appelle la culture en commun, c'est-à-dire non pas une culture commune qui serait décidée, définie, pensée par des directives comme des a priori. On parle souvent dans les formations de tronc commun en faisant l'hypothèse que ça c'est bon pour tous. Mais là, c'est de bien construire une culture en commun. Et si je devais donc aller très vite, parce que je pense qu'il y a du chemin encore qui reste à parcourir, mais les deux dimensions auxquelles on ne pense peut-être pas toujours, mais qui pour moi sont majeures et qui figurent dans ce schéma des dynamiques inclusives, c'est la dimension culturelle et de prendre en compte les représentations, les valeurs véhiculées par chacune des professions qui encadrent, accompagnent les situations et non pas les personnes. Et puis, une autre dimension qui est évidemment essentielle, c'est celle de la dimension structurelle, de la manière dont est organisé le travail, de ces temps institutionnels qui font défaut, qui manquent pour faire équipe en situation d'intermétier et de penser que finalement c'est une affaire collective et qu'il faut encourager sans doute autant les décideurs que les acteurs à porter ensemble cette visée d'école inclusive pour se donner les moyens de l'atteindre. Je vous remercie. Merci, Madame Pelletier. Alors, si on vous suit bien, parce que c'est très descendant, hein, c'est normal, on avait envie de vous entendre longuement hein, sur ces réflexions. Comment on rapproche ce que vous, Alexandre Moine, vous avez abordé, la notion de territoire, et finalement, vous avez zoomé vers l'équipe, vous, Madame Pelletier. Comment concilier les deux sur le plan de la réflexion et peut-être même de l'action? Comment on fait, Alexandre Moine? Est-ce que vous voulez... ouais. Partons de l'intérieur, partons des équipes. Alors peut-être juste ce que je peux dire, c'est que les 5 dimensions, évidemment, incluent la question du jeu d'acteurs vu à l'échelle de l'accompagnement. Donc ce qui vient d'être décrit, lorsqu'on zoome sur l'accompagnement, il faut que chacun des accompagnants qui est en dialogue autour de la situation ait la vision des 4 dimensions
qui demeure autour. C'est-à-dire, on n'a rien fait si on ne fait que discuter avec un regard centré sur la personne, sans recomposer tous ces éléments multifactoriels qui vont peser sur l'accompagnement inévitablement, sur la personne, mais sur aussi chacun des accompagnants. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut se concentrer sur le dialogue intermétier en ayant en tête les 4 dimensions autour. Si on prenait un exemple concret, vous avez parlé de la notion de déplacement tout à l'heure, Alexandre Moine. Imaginons qu'on veuille, en tant que professionnel, transformer un déplacement utilitaire, pesant, contraignant, en un voyage exploratoire quotidien. Vous voyez, une sorte de moment où on va aller de chez soi à l'école, mais ça va devenir un moment où on va discuter, il y aura peut-être de la musique dans la voiture, on va peut-être avoir un paysage qui défile. Comment on pense, comment on organise ça? Parce que là, du coup, on a la géographie et la notion d'équipe, on a les 2. Alors, on va le penser très simplement au départ comme le passage d'un lieu à un autre. Donc, sur une carte, faire apparaître la métrique, la distance, le temps de transport estimé. Souvent, en parlant sur cet exemple-là avec des éducateurs spécialisés en DITEP, je leur faisais prendre conscience que le temps justement du déplacement dans la voiture pouvait être complètement réapproprié d'un point de vue du métier, avec peut-être un environnement sonore, une musique qui plaît aux jeunes accompagnés et pas forcément qui intéresse le conducteur à ce moment-là, qui peut peut-être amener, c'est une bulle la voiture, hein. Moi je suis plus transport en commun, mais à un certain moment quand on utilise la voiture, autant en faire un lieu, du coup ça devient un lieu d'interaction protégé et mettre en condition de dialogue les 2 personnes, 2 lieux alliés, une distance, un outil, la voiture. Déjà, on peut le penser comme ça. Et ça rejoint peut-être ce qu'on a entendu tout à l'heure sur la pertinence de se projeter vers le champ des possibles. Pas partir des difficultés, mais de se dire, allons vers ça, vers cet objectif de faire un petit voyage sensoriel chaque matin, quoi. Mais par exemple, et puis d'engager peut-être, si cela est possible, hein, évidemment un échange, et peut-être tout simplement par rapport au paysage qui défile. Ça peut être aussi un point d'entrée, ne pas fonctionner comme dans un tunnel. Enfin, vous voyez que c'est toutes des astuces qui font que on est sans arrêt en prise avec un environnement global qui est multifacteur. Voilà. Et c'est là que la logique d'intermétier peut intervenir entre celui ou celle qui conduit le véhicule, les éduques, etc. Non, Madame Pelletier? Oui, je pense que la question, c'est d'avoir toujours en tête les notions d'espace, de temps, parce que l'approche, elle est forcément située, elle est ancrée et elle est liée à un ensemble de contraintes et de ressources, aussi bien dans l'espace que dans le temps, qui doit être pris en compte dans ce faire équipe, dans cette situation d'intermétier. Et souvent, ce qui fait fragilité, et peut-être que certains me contradiront, mais en fait, la journée, le parcours est contraint par un ensemble de ruptures plus que de continuité. Et c'est ce qui fragilise en fait la situation d'intermétier parce qu'elle se construit. On a parlé tout à l'heure de la cour de l'école, on a parlé de transport. À chaque fois, ce sont des ruptures. Et ces transitions, elles sont fragilisantes, elles sont perte de sens, elles sont perte de repères. Elles nous empêchent d'avoir quelque chose qui soit dans une forme de continuité qui assurerait de la sécurité et permettrait de l'autodétermination ou le développement d'une autonomie plus grande. Ce que disait tout à l'heure Alexandre sur ce bus qui, ce jour-là, ne s'arrête pas au même endroit que d'habitude, est une perte de repère qui va être énormément fragilisante, source de vulnérabilité plus grande et qui pourrait empêcher des situations de se construire. Donc le faire équipe, il a besoin de regarder les situations sous le prisme des questions d'espace et de temps et en prenant, en mettant un pas en faisant un pas de côté d'une certaine façon sur sa propre professionnalisée qui n'est pas remise en question. Les expertises, elles sont là. Chacun va regarder la situation avec sa qualité d'expertise. On va retrouver les questions Evals avec Maud et Salomé, parce que je crois qu'il y a plusieurs questions qui sont arrivées. On commence par peut-être une première intervention. Si vous êtes toujours avec nous en coulisses, hein, bien sûr.
Allô, allô, oui. Alors oui, une première question plus à destination de Monsieur Moine, qui est une question pratico-pratique. Quel outil utiliser pour faire les cartes? J'utilise MyMaps de Google pour mon institution pour localiser les domiciles écoles partenaires. Connaissez-vous d'autres outils faciles d'utilisation? Alors MyMap, c'est un outil très facile d'utilisation. On entre une adresse et puis évidemment, on va avoir un point qui apparaît sur une carte. Donc ça, c'est, je dirais, le b.a.-ba, c'est le premier pas pour localiser les situations. Ensuite, pour ce qui me concerne, je n'ai pas d'outil qui intègre la spatialisation automatique parce que je considère que ces outils deviennent des outils métiers qui peuvent être rebutants d'emblée. MyMap, c'est ce qu'il faut au départ, mais ensuite, pour aller plus loin, tout simplement, moi, je conseille d'aller sur OpenStreetMap ou Géoportail, l'un ou l'autre, et d'afficher le fond de carte qui correspond au territoire concerné, une impression écran, et de rapatrier cela sur un PowerPoint, une diapo, parce que tout le monde sait utiliser PowerPoint a priori. Et donc, on sort d'un outil métier, c'est un outil quasi universel, et c'est à partir de là qu'on reconstruit la carte, à partir de ce que l'on souhaite localiser. Parce qu'il n'y a pas évidemment que la personne accompagnée, il y a tous les partenaires, les ressources, mais quelquefois, il n'y a pas d'adresse. C'est là qu'est le problème de MyMaps pour localiser un actant déterminant, un quai, un arrêt de bus, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut reprendre la main sur l'outil initial, très bien pour amorcer, mais je pense qu'après, la carte construite telle que je le propose sur PowerPoint, et possiblement co-construite d'ailleurs, puisqu'on a la main, simplement créer un cercle, le positionner là où je le souhaite et lui donner une couleur, voilà, c'est la base. Alors une autre question, merci Alexandre Moine. Oui, une question sur au-delà de la recherche. Quels sont les lieux et les espaces identifiés pour ces rencontres permettant le processus d'interculturation? Oui, vous avez parlé de temps informel notamment. Alors, est-ce formel, pas formel, comment vous répondez à cette question? Alors, excepté la recherche, j'ai entendu la question dans ce sens-là. En fait, toutes les situations comme les équipes qui vont se rencontrer, par exemple dans les groupes d'analyse de pratique, on a quelque chose qui se joue là et qui n'existe pas malheureusement dans le monde de l'éducation nationale. On a parlé des formations croisées, mais des groupes d'échange de pratiques croisées, me semble-t-il, pourraient être un lieu et un espace totalement concret pour identifier justement ce qui peut se jouer dans une situation. Et quand on parle d'une situation, c'est dans toute sa complexité. Cartographier ces espaces et ces lieux est une chose, mais cartographier les espaces décisionnels, ce qui se joue dans ces lieux est important et donc permet le processus d'interculturation puisque chacun va apporter des éléments, des ingrédients du pouvoir d'agir sur la situation par le biais de quelque chose qui se construit, par exemple dans ces groupes d'échange de pratiques qui serait peut-être une aide supplémentaire ou dans des équipes de travail. Mais il y a aussi l'informel, pour revenir à cette question de l'informel. Et je pense que derrière la question de la rencontre interculturelle, il y a aussi les dimensions de convivialité. Et cette convivialité, moi, je la traduis et j'ai eu l'opportunité de partir 6 mois au Québec en tant que professeur associé. Et je l'ai souvent traduit parce qu'on m'invitait dans les écoles où les associations, les établissements sont portés par des associations de parents d'élèves. Les parents d'élèves m'invitaient à des vins fromages. Et je devais parler, donc faire la conférence lors d'un vin fromage. Et donc la première fois, ça m'a un petit peu interpellée, on va dire, avec nos habitudes franco-françaises. Et cette rencontre, en fait, le fait de pouvoir rencontrer au travers d'un café ou d'un autre moment de convivialité nous permet de se rencontrer culturellement et d'être dans de l'informel et de construire ce processus d'interculturation qui peut permettre de rentrer dans des cultures professionnelles ensuite croisées. Reste à faire en sorte que ces temps soient productifs, agréables, utiles, hein, parce que vous avez parlé du manque de temps pointé du doigt par les professionnels.
qui parfois disent aussi on manque de temps, mais on en perd. On en perd dans certains moments de dialogue mal construits, mal boutiqués. Si je peux ajouter, je pense fondamentalement que la dimension graphique, elle doit être mise en avant. Autour des situations, l'écriture et la parole ne suffisent pas, tellement les situations sont complexes. L'idée de se représenter la situation à partir juste d'un discours d'un partenaire ou d'un collaborateur, ça ne suffit pas. Et maintenant, je suis convaincu pour le tester en recherche-action. Le dernier graphe que je vous ai montré, la frise temporelle, elle sert dans une association qui accompagne des jeunes qui ont des problèmes neuropsy. Et elle est testée à l'échelle de chaque situation individuellement. Elle peut être co-construite avec le jeune accompagné. Et ensuite, elles font l'objet de ces temps d'analyse en interne pour croiser le regard sur les éléments de vulnérabilité qui apparaissent, par exemple, et elle peut être remise encore en perspective avec des partenaires lorsque cela est nécessaire. Eh bien, il reste dans les esprits, à partir de ces outils graphiques, beaucoup plus de choses que perçoit le cerveau dans cette architecture graphique qu'il ne va en retenir lors d'un dialogue et d'un échange. Donc vraiment, je vous engage à, même des documents temporaires, hein, je veux dire graffés, c'est-à-dire vraiment poser les éléments essentiels et se mettre d'accord sur ce qui doit être présent sur ce graphe. D'ailleurs, ça c'est important de faire consensus. Moi, je parle de focale nette sur la complexité. On retient les mêmes éléments à un moment donné et peut-être qu'ils vont évoluer. Et on emmène ces documents d'une réunion à une autre. Ce qu'on n'arrive pas à faire avec la parole et les écrits, très franchement, ils nourrissent tout un tas de paperasse, mais rarement on s'y réfère dans leur entièreté et en extrayant une complexité qui est partagée. C'est un vrai problème. Liliane Pelletier, puis une dernière question, Evals, après. Oui, moi je partage complètement les propositions d'Alexandre, hein, d'avoir quelque chose qui fasse le commun, qui construise, qui co-construise le commun avec des outils tangibles, mais des outils que l'on va faire au fur et à mesure, que l'on va faire évoluer au fur et à mesure pour pouvoir montrer aussi, on a toujours l'impression qu'on n'avance pas, mais en fait on ne capitalise pas les expériences, d'ailleurs on ne les valorise jamais suffisamment, il se passe plein de choses dans les établissements, avec des contraintes parfois qui sont majeures et on ne capitalise pas ces expériences-là, non pas comme des bonnes pratiques. Alors là, je vais faire une petite pause sur les bonnes pratiques que j'estime peut-être pas, qui donnent pas forcément leurs preuves, hein, même si elles sont basées sur les données probantes. Les bonnes pratiques, pour moi, ce sont celles qui fonctionnent dans un territoire donné, à un moment donné, sur une situation donnée. Donc elles sont forcément contextualisées et ne peuvent pas être hors sol. Or, les bonnes pratiques, elles sont souvent hors sol et c'est ce qui me paraît assez dommageable. Et je finirai avec, pour répondre à la question que vous m'aviez posée, sur la question de ces lieux de rencontre, comment on fait avec le temps. Eh bien, en fait, je pense que là, on a vraiment un rôle à jouer et la recherche a un rôle à jouer, me semble-t-il, là-dessus, pour que les décideurs qui sont nombreux et variés, on ne va pas les décliner, puissent prendre en compte dans les temps institutionnels ce temps de la rencontre. Alors oui, il y a des temps de rencontre, mais pas des temps pour justement faire avec et construire ce processus d'interculturation véritablement. Donc, dans une de mes recherches sur les classes passerelles, qui est un dispositif d'accueil pour les enfants avant l'entrée à l'école avec leurs parents dans la classe, eh bien, dans ce dispositif, des temps de briefing et de débriefing ont été installés institutionnellement pour que se rencontrent l'éducateur jeune enfant, l'assistante maternelle, l'AESH, l'enseignant de la classe, 20 minutes avant la classe et 20 minutes après la classe. Et ce sont des temps financés, voilà. Ce sont donc des temps qui sont financés, qui sont à l'emploi du temps des élèves, de l'enseignant et de tous les partenaires. Alors une dernière question et puis réponse très rapide. Voilà. Oui, alors un petit peu en synthèse de tout ce qui a pu être dit et puis pour tirer un petit peu le fil de tout cela, une question. Une fois qu'on s'est parlé et qu'on se connaît,
concrètement, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait comment pour coordonner nos différents projets pour ces jeunes morcelés, rassembler le pulse de son identité et ses ambitions et concrétiser comment sur le terrain? Alors, j'avais dit réponse rapide, mais la question est complexe, mais elle est fondamentale. Après, la question, c'est du portage de projet. C'est comment, à partir des éléments que... Alors moi, je me situe à l'amorce du portage de projet, c'est-à-dire là, pour mettre sur la table la complexité de la situation. Voilà. Je sais moins bien répondre à comment on fait ensuite pour coordonner les différents projets, c'est évident, mais je pars du principe que si tout est vu, si tout est clair, la coordination va s'en trouver améliorée. Maintenant, où, comment, avec qui, avec quels moyens, je ne sais pas y répondre, je passe la main, je ne suis pas très courageux, mais je ne sais pas tout faire. En tout cas, il faut créer les conditions pour que tout cela puisse s'enclencher. Oui, alors, créer les conditions, moi je vais donner 2 exemples, hein, premier exemple, je vais le situer hors de l'école et puis le deuxième, je le prendrai dans l'école. Le premier exemple, c'est un travail qu'on a mené, d'abord à partir d'un projet, une idée qui a émergé d'un atelier de réflexion avec des jeunes, des usagers, en ESAT, avec, leurs moniteurs d'atelier, leurs chargés d'insertion, leurs parents, qui sont venus nous dire combien ils étaient morcelés, combien les acronymes leur pesaient et combien ils ne mettaient aucun sens à ce que signifiait le verbe exister, qu'ils étaient plutôt sur quelque chose qui était de l'ordre du vivre simplement. Et de cette idée a émergé le projet d'un ESAT éphémère. Cet ESAT éphémère, c'est aujourd'hui, donc là nous étions en 2018, aujourd'hui on est en 2023, donc on parlait de la question de la durée. Ça fait 5 ans que ce projet a vu le jour et on peut matérialiser l'agir ensemble là de façon très pragmatique en disant comment ça s'est passé. De cette idée, il a fallu d'abord dialoguer, construire du commun, comprendre ce qu'on voulait mettre derrière cette idée des ESAT éphémères. Un bout des ESAT qu'on emmène ailleurs et puis ensuite cet ESAT s'en va. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment on fait? Et puis il a fallu se dire, mais une fois qu'on a un petit peu défini ce qu'on entendait par ça, c'était de se dire qu'il nous fallait des partenaires, des entreprises, pour que ces usagers soient en travail ordinaire dans des entreprises. Et l'entreprise, on est allé rencontrer les DRH des entreprises. Carrefour, pour ne pas le nommer, Decathlon, d'autres partenaires comme ceux-ci. Et on a pu mettre en place un moniteur d'atelier financé par l'ARS qui a pu venir s'immerger avec les travailleurs dans chacune des entreprises données et la création d'un collectif qui a accompagné le projet, un collectif de suivi qui a pu accompagner le projet et qui a pu voir que l'on ne s'intéressait pas uniquement à la situation de travail de cet usager qui aujourd'hui, plus personne ne les appelle des usagers, y compris les professionnels des ESAT, qui nous reprennent si on a le malheur de dire à un moment donné usager. Et on a des travailleurs qui sont passés d'une mise en stage à une mise à disposition. Aujourd'hui, sur 8 travailleurs qu'on a suivis depuis ces 5 ans, on en a 4 qui sont en CDI, on en a 2 qui sont en formation professionnalisante. Et donc, cette matérialisation, ce rassemblement du puzzle, pour reprendre le terme, il s'est concrétisé par des rencontres régulières, mais aussi par la recherche. Donc ce projet, il est porté par Corinne Mérini et par moi-même. Corinne Mérini qui travaille sur les questions de partenariat et sur la question de la cartographie des acteurs et du graphe des acteurs, et qui va permettre que se matérialisent les choses parce qu'on est allé les voir en situation de travail, on les a filmés en situation de travail et ils ont pu parler de ce qu'ils faisaient, de ce qui était facile, ce qui était difficile, des aménagements qui avaient été proposés. L'idée, c'est de changer l'écosystème professionnel en travaillant de cette façon-là. Et vous avez inventé une nouvelle organisation Et donc sur une nouvelle mesure. organisation. Ouais. Voilà. Et donc avec des outils, un guide d'accessibilité, un protocole des ESAT éphémères, etc. Donc des outils qui sont construits en lien avec ce que tu disais, Alexandre, la mise en projet qui va permettre de faire ensemble.
Parce que dialoguer, c'est pas simplement se raconter des histoires, c'est pouvoir faire des choses ensemble et se dire là, je suis pas d'accord, là, moi, ok, ça, je comprends bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire aussi avoir le lieu d'une possible dispute interprofessionnelle. Et c'est l'heure de notre pas de côté dans quelques instants. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.